Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette conférence et surtout à la 10e édition du festival Histoire et Cité qui est dédié à la thématique animale. Le festival touche gentiment à sa fin, il va s'arrêter dimanche. Du coup, je vous invite à vous procurer un de ces programmes à l'accueil, au Ré ou à nous suivre sur Instagram pour avoir toutes les informations ou, si vous n'avez pas forcément le temps, de vous rendre à la librairie, au stand qui est tenu par Payot où vous pourrez, après la conférence, avoir votre livre dédicacé par notre intervenant du soir. Et si d'aventure vous avez un week-end trop chargé, je vous invite à aussi rester dans la salle pour la conférence qui suit à 19h, qui elle va s'attarder au moment où on se réfléchit justement à toutes ces questions de production d'énergie entre énergie fossile ou énergie renouvelable. L'intervenant du soir va plutôt mettre en avant le rôle des animaux en tant que réel moteur de l'expansion économique en Europe. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à Fabrice Brandly, enseignant au sein du département d'Histoire générale de l'Université de Genève. Merci beaucoup. Je vous invite, mesdames, messieurs, à prolonger vos applaudissements pour accueillir Éric Baratet ce soir. Dont beaucoup parmi vous connaissent déjà l'œuvre. Il s'agit d'une œuvre. On me dit que j'ai 3 minutes pour le présenter. En fait, il faudrait un séminaire de 6 mois. Donc je vais faire ce que je peux. Éric Baratet est professeur d'histoire contemporaine à l'université Lyon 3. C'est l'une des voix pionnières de l'histoire des animaux et de nos relations avec eux, avec elles aussi. Familier de l'Université de Genève, Éric, vous êtes ici chez vous. Vous y venez souvent et notamment à l'occasion des journées d'études des étudiantes et des étudiants en histoire moderne consacrées à l'histoire des animaux et de façon très généreuse, année après année. Vous inaugurez avec une conférence solennelle cette journée et puis vous restez toute la journée à donner la réplique à ces étudiants qui sont une relève précieuse. Alors, parler de votre œuvre, je l'ai dit, c'est un séminaire de 6 mois. Une trentaine de livres dont vous êtes l'auteur à titre individuel ou co-rédacteur ou encore que vous avez dirigé, auquel il faut ajouter une centaine d'articles. Certains des ouvrages les plus importants ont été traduits dans plusieurs langues, en japonais, 6 langues, je crois, en japonais, arabe, anglais. Ce qui montre bien, évidemment, du point de vue éditorial, l'ampleur de votre présence dans un champ que vous avez largement contribué à constituer. Ce foisonnement bibliographique me permet d'insister sur 3 points. Comme ça, je remplirai le contrat que j'ai signé. Le premier point, c'est qu'il me semble que depuis votre livre sur l'Église et l'animal en 1996, jusqu'au livre récent qui fera l'objet de votre présentation et puis de la discussion et des questions ensuite sur les cultures félines, on peut suivre avec vous un infléchissement, et c'est l'infléchissement d'un parcours intellectuel qui progressivement impose, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais qui progressivement impose comme exigence méthodologique le point de vue animal. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage majeur que vous avez publié en 2012, le point de vue animal, c'est-à-dire imposer une histoire non seulement à part égale, mais une histoire à rebours, comme vous le formulez vous-même, une histoire résolument zoocentrée. Alors, ce premier point, ce premier aspect, implique une deuxième conséquence, je dirais que c'est l'aspect remarquable de votre travail, c'est la dimension résolument interdisciplinaire de votre démarche, qui noue depuis longtemps un dialogue fécond, mais qui n'est pas un dialogue facile, avec les éthologues, les zoologues, les linguistes, les sociologues, les anthropologues, c'est-à-dire les représentantes et les représentants, et puis évidemment des historiennes et des historiens, les représentantes et les représentants des sciences de la vie et des sciences humaines et des sciences sociales. On en trouve la manifestation éditoriale parce que vous avez une force de travail hors norme, vous ne prenez plus de vacances depuis à peu près 40 ans. On en retrouve la manifestation éditoriale dans la très belle série qui est publiée aux presses de la Sorbonne, qui est l'émanation éditoriale de l'atelier pluridisciplinaire que vous animez
à Lyon, et dans lequel on retrouve ces voix multiples qui essayent de saisir ce que signifie être historiquement un animal. Vous prenez donc au sérieux l'invitation de Bruno Latour, de Philippe Descola, de Donna Haraway, et puis on pourrait ajouter à ces noms une longue liste. Cette invitation qui consiste à dépasser le grand partage entre la nature et la culture, entre les sciences de la vie et les sciences humaines et sociales. Et bien le dernier point, et je m'arrêterai là, regarde peut-être l'aspect le plus remarquable de votre œuvre, et peut-être que ce sera justement un des points d'entrée dans le débat et les questions, c'est votre extraordinaire inventivité formelle. Et elle s'exprime notamment dans le dispositif typographique et lexical du livre sur les cultures félines, où vous vous faites en quelque sorte, et la lectrice, le lecteur vous suit, vous vous faites en quelque sorte chat vous-même, pour, je vous cite, palpinariner, tournoreiller, palpater et pupiller. Je vous cède la parole, Éric Barretet, je vous remercie infiniment pour votre présence, et tout le monde est très impatient de vous entendre. Merci Fabrice, et merci pour les organisateurs pour cette invitation. Donc je vais vous parler des chats dans une quarantaine de minutes, et puis ensuite il y aura les questions. Alors, ces chats, ils ont une histoire extrêmement, oh là là, ça passe très mal. Bon, excusez-moi, je pensais là ça passe bien, mais bon. Enfin bref, une histoire très longue, très compliquée, qui commence avec leur domestication. Alors pour aller vite, il y a, comme beaucoup d'animaux domestiques, il y a une double domestication. C'est ce que la génétique nous montre maintenant. Il y en a eu une première au Moyen-Orient, Turquie, Iran actuel, mais qui n'a pas énormément essaimé. Première domestication autour de, il y a 8000 ans à peu près. Et puis la seconde, beaucoup plus importante, a eu lieu en Égypte, il y a 3-4 000 ans. Et c'est de ce chat égyptien, ce chat sauvage africain, domestiqué, que sont issus tous nos chats domestiques actuels. C'est la domestication qui a réussi à l'échelle mondiale, on pourrait dire, parce qu'à partir de l'Égypte, le chat s'est diffusé par les navires. Ce sont les commerçants, les marins qui ont emmené les chats pour préserver leur cargaison des rongeurs. Au départ, cette exportation plutôt était interdite. Les Égyptiens voulaient garder leurs chats, et puis en fait, ça n'a pas été tenable. Donc les marins les ont embarqués, et puis à partir de là, ils sont arrivés par exemple en Grèce, à Rome, etc. Et ils vont diffuser en Europe et ensuite ailleurs. Alors, le chat égyptien, pour aller vite, c'est un chat donc sauvage, c'est le chat africain. Tous nos chats domestiques descendent du chat sauvage africain, ils ne descendent pas du chat sauvage européen. Ce chat égyptien s'est sans doute en partie domestiqué lui-même, c'est-à-dire qu'il a été attiré par la vallée du Nil où il y avait de fortes cultures céréalières. Et pourquoi attirer ? Parce que les stocks de céréales, attiraient les rongeurs, attiraient aussi les serpents. Et pour les chats, c'était évidemment pain béni, donc d'avoir rongeurs et serpents à volonté. Et donc, ça a été ce premier temps. Et ensuite, petit à petit, ces chats sont devenus, ont eu un rôle religieux extrêmement important. C'est ce que vous avez ici, en haut à gauche. C'est-à-dire qu'on va assimiler le chat, notamment la chatte, à la déesse Bastet. La déesse Bastet qui est la déesse de la fertilité, qui était invoquée lorsque les femmes voulaient avoir des enfants. Et cette déesse Bastet va être petit à petit assimilée au chat, ou l'inverse, les chats vont être assimilés à la déesse Bastet parce qu'on remarque aussi une très forte fertilité chez les chats. Donc, dans un premier temps, le chat devient un symbole de la déesse, et puis, petit à petit, il va devenir la figure de la déesse elle-même.
Et on va avoir le même processus avec le dieu Ra, le dieu soleil. Le dieu soleil, on pensait en Égypte que le soleil, chaque nuit, devait combattre les forces des ténèbres. Et pour qu'il revienne le lendemain matin, il fallait qu'il ait gagné. Et on a très vite assimilé le chat qui combat les serpents. Le serpent, c'est une image même de la force démoniaque ou des forces sombres. Et comme ce chat combat les serpents, on a fait pareil. C'est-à-dire que le chat est devenu l'attribut du dieu Ra, puis ensuite est devenu l'image même du dieu Ra. Et cette divinisation a sans doute favorisé le passage, un troisième aspect, qui est le passage à l'animal de compagnie, dont vous avez une expression ici. On a très peu de choses dans les textes de l'époque, mais il y a quelques figurations. En voilà une, de l'animal de compagnie, et qui va obtenir un statut extrêmement important en Égypte. Donc un chat, on pourrait dire adoré au sens propre et figuré. Ce n'est pas la même chose lorsque ce chat débarque en Occident, notamment à Rome. À Rome, ce qui plaisait en Égypte va être au contraire mal vu. Et la fertilité, par exemple, des chats va être vue comme une perversion sexuelle. Et les chats vont devenir assez rapidement, c'est ce que vous avez ici, vont devenir assez rapidement le symbole des prostituées. Et la chatte, cette assimilation entre prostitution, etc., va aboutir au fait que la chatte va symboliser même le sexe féminin. Et donc c'est relativement mal perçu. L'autre aspect qui va entraîner une dévalorisation du chat, c'est que le chat, évidemment, chasse beaucoup les oiseaux. Or, à Rome, à l'époque, les animaux de compagnie préférés, ce sont les oiseaux. Et donc ce chat qui chasse les oiseaux est très mal perçu. Et c'est une idée qui va rester très longtemps. Je vous ai mis ce tableau du XVIIIe siècle où on retrouve toute cette figuration du chat démoniaque, le chat rayé, on va le voir, le chat démoniaque, et qui veille évidemment, qui guette l'oiseau pour pouvoir le croquer. Résultat, le chat est présent, mais il n'a pas le succès qu'il avait en Égypte. Il est plutôt mal vu, d'autant plus qu'à Rome et dans l'Empire, le chat n'apporte pas le plus qu'il pouvait apporter en Égypte en chassant les rongeurs. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on avait déjà des chasseurs de rongeurs, c'était essentiellement les fouines et les bolettes. Donc, dans un premier temps, fouines et bolettes apprivoisées, qui servaient à chasser. Dans un premier temps, donc, on n'a pas vu l'intérêt du chat, l'intérêt matériel de chasseur. Il n'empêche que ce chat va quand même se diffuser en Europe, dans l'Empire romain, puis ensuite au Haut Moyen-Âge. Alors se diffuser d'une manière totalement silencieuse, à tel point qu'il y a encore 20-30 ans, les historiens croyaient que le chat avait disparu. Totalement disparu à la fin de l'Empire romain et n'était revenu qu'autour des XIIe, XIIIe siècles. L'archéozoologie a montré que ça n'était pas vrai. On a des ossements de chats au Haut Moyen-Âge, donc il est bien là. Simplement, il disparaît des documents. Et on se remet à parler de lui à partir des XIIe, XIIIe siècles, où là, il va y avoir un phénomène d'amplification du côté négatif du chat. Et c'est la diabolisation chrétienne, alors qui passe en deux moments. Le premier moment, c'est les hérésies, XIIe, XIIIe siècle, et notamment l'hérésie cathare. On va très vite assimiler le terme de cathare, trouver un parallèle entre cathare et catus, le terme de chat en latin, catus. On va penser qu'il y a un parallèle, et on va faire des chats les auxiliaires de ces hérétiques. Et puis la deuxième phase, c'est la chasse aux sorcières à partir des XIIIe, XIVe siècles. Et tous les récits racontent que les sorcières cèdent de chats. Les chats sont là pour les aider à jeter des sorts, etc., etc. Et évidemment,
ces chats sont de conformation très particulière. Ce sont surtout des chats noirs, évidemment. Le noir, c'est le symbole du démon. Ou alors des chats rayés. Et la rayure, Michel Pastoureau l'avait montré, les rayures, ce sont les étoffes du diable. Hein, donc, or, ces chats noirs et rayés, ce sont les chats de gouttière de l'époque, hein, les chats communs de l'époque. Ils ne sont pas blancs, ils ne sont pas marrons, etc. Ils sont rayés ou noirs. Hein. C'est la tendance, on pourrait dire, entre guillemets, naturelle dans une population qui se autogère sexuellement, puisque les hommes n'entrent pas, ne contrôlent pas cette reproduction à l'époque. Alors vous voyez que cette diabolisation, on va la voir dans l'iconographie. Hein. Vous avez par exemple cette annonciation à Marie, hein, où l'ange Gabriel vient annoncer qu'elle va avoir un enfant, etc. Et qui traverse la salle, le chat tigré, qui annonce le malheur, hein, évidemment, qui annonce la mort du Christ. Et le chat va devenir symbole de mauvais présages, hein, d'où la peur du chat noir, etc., qui a duré en Occident jusqu'au milieu du XXe siècle. Hein. C'est assez récent. On a encore des films des années 30-40 où on voit mise en scène la peur du chat noir. Il faut se signer si on en voit passer un devant nous. Il va se passer quelque chose de mauvais. Hein. C'est mauvais présage. L'autre exemple, beaucoup plus récent, vous voyez, c'est une image populaire du XIXe siècle. On est en Bretagne et c'est une légende populaire qui met en scène la diabolisation du chat. Hein. C'est Saint-Cadeau, Saint-Breton, qui veut traverser un pont et le diable s'oppose à sa traversée et il se fait un pari entre le Saint-Cadeau et le diable. Le diable lui dit « Tu ne pourras passer que si tu me donnes quelque chose qui t'est précieux ». Et le Saint-Cadeau a l'idée de lui donner un chat. Et ça symbolise évidemment le fait que le chat devient l'agent du démon. Ce qui fait qu'on a plein de textes et d'illustrations de l'époque où l'on pense que les chats vont régulièrement au sabbat adorer Satan. Et quand Satan se montre, il est souvent sous la forme d'un chat noir, évidemment. Et notamment, ça se passe le jour avant la Saint-Jean. Avant la Saint-Jean, jusqu'au XVIIIe siècle, on est persuadé que les chats partent le jour avant, partent adorer Satan, et qu'ils disparaissent des villes, d'où l'expression « il n'y a plus un chat ». Ça vient de là, le chat a disparu. Et le lendemain, à la Saint-Jean, eh bien, les hommes essayent de conjurer cette conspiration diabolique, et donc dans beaucoup de villes, jusqu'au XVIIe siècle, voire jusqu'au XVIIIe siècle, on capture des chats que l'on brûle vivants, hein, comme on brûle des sorcières. L'idée, c'est de montrer que ce pacte diabolique ne pourra pas fonctionner. C'est comme dans les campagnes où on clouait vivantes des chauves-souris aux portes des étables pour bien montrer que le Satan ne pourrait pas mettre la maladie aux animaux. Donc un contexte très négatif. Il n'empêche que le chat est présent. On a plein de témoignages qui montrent qu'à partir du XIIe, XIIIe siècle, il est un peu de partout. Il peut aller de partout parce que justement, alors là, il a remplacé les fouines, les bolettes, et il est devenu le grand auxiliaire de la chasse aux rongeurs. Ce qui fait qu'il a un statut très particulier. Il est à la fois de partout. On le laisse rentrer dans les chambres, on le laisse rentrer où il veut, mais avec très peu de relations avec lui. On ne lui parle pas, on ne le nourrit pas parce qu'il faut qu'il chasse, on a très peu de relations avec lui, il n'est pas nommé, on dit le chat, et on a des textes de la fin du Moyen-Âge qui racontent que dans le classement des animaux domestiques, le chat vient en dernier. En haut, vous avez le cheval, le chien, et puis on descend petit à petit, et le chat est le dernier. Donc un animal omniprésent et en même temps très mal vu, et régulièrement maltraité. On a vu le cas de la Saint-Jean, ce qui fait se met en place une forte distance entre chat et humain. C'est-à-dire qu'ils vivent ensemble, finalement, mais ils ne vivent pas, ils n'ont pas de relation. Ils vivent à côté les uns des autres, mais ils ne vivent pas véritablement en osmose. Et ce qui fait que ça donne des chats
On a des témoignages à l'époque moderne qui le montrent bien. Ça donne des chats qui sont en retrait, qui fuient les humains. D'ailleurs, ils ont intérêt parce que lorsqu'ils voient apparaître un humain, c'est souvent mauvais présage aussi pour eux. Le chat noir est un mauvais présage pour les humains, mais l'humain est un mauvais présage pour les chats aussi. Donc il y a une méfiance réciproque avec donc très peu de relations entre les deux. Et ça donne donc des chats très indépendants qui vivent dans les villes, qui vivent dans les villages, qui peuvent vivre dans les fermes, mais quasiment en indépendance par rapport aux humains. Alors les choses changent avec l'aristocratie à partir du XIVe siècle à peu près. On voit apparaître, c'est parallèle avec les chiens, on voit apparaître dans cette aristocratie une revalorisation du chat pour en faire un chat de compagnie. Mais évidemment, ça va passer par une volonté de se distinguer des chats de gouttière, des chats maléfiques. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On importe des races exotiques, et notamment on importe des angoras blancs. Et vous avez à nouveau là tout le symbolique de la couleur. Le noir, c'est le diable, les rayures, c'est le diable, mais le blanc, évidemment, ce sont les cieux. Et ça permet aux aristocrates de montrer que leurs chats ne sont pas les mêmes que les chats du quotidien. D'ailleurs, jusqu'au XIXe siècle, il y a des auteurs qui soutiennent qu'on a affaire à deux espèces différentes. Un peu comme dans l'aristocratie du XVIIIe siècle, on va parler de sang bleu, et bien là, ce ne sont pas les mêmes chats. Et, il faut attendre vraiment le milieu du XIXe siècle pour qu'il y ait unanimité chez les auteurs pour dire c'est la même espèce. Et le but, c'est évidemment pour les aristocrates de se distinguer socialement. Ils ont des chats comme il y a des chats de gouttière, mais ce n'est pas les mêmes. Et donc, avec eux, va se développer une relation beaucoup plus proche avec des chats donc, qui ne sont pas là pour chasser, mais qui sont là. Alors, pour tenir compagnie, ça n'est pas évident non plus, ce n'est pas nos chats actuels non plus, mais ce sont plus des chats qui sont là pour montrer l'exceptionnalité du maître. Avoir un chat angora, évidemment, à l'époque, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ça coûte très cher. Donc, ça montre, évidemment, l'exceptionnalité du maître. C'est un peu comme de nos jours se promener en Rolls ou en Ferrari. Il y a une distinction sociale par le chat ou par le chien, par exemple, par les lévriers à l'époque. Et on voit se développer donc ces portraits. Et vous voyez donc l'omniprésence du chat blanc. Alors, de temps en temps, des chats un peu mélangés, mais c'est plutôt rare. C'est surtout le chat blanc, jusqu'au XVIIIe siècle, qui l'emporte. Et on voit cette revalorisation petit à petit. En 1727, vous avez la publication du premier livre consacré aux chats en Occident. Ça s'appelle « Les chats ». C'est Moncrief, un auteur français qui publie ce livre, et dont le but est de revaloriser les chats, même dans l'aristocratie. Alors, il a des témoignages étonnants, comme quoi il y a des dames dans les salons, lorsqu'un chat rentre dans le salon, elles s'évanouissent. C'est une espèce de répulsion, comme de nos jours les serpents ou les souris ou les araignées. Et ça montre à quel point il y a une distinction. Il y a aussi je suis en train d'oublier son nom, un auteur anglais célèbre du XVIIIe siècle. Il y a une biographie qui a été faite à son propos. Il avait plein de chats. Et du coup, les domestiques refusaient de lui amener les livraisons. Il livrait pour son alimentation, ses besoins. Les domestiques refusaient de rentrer dans l'appartement parce qu'il y avait des chats. Donc vous voyez à quel point on part de loin quand même dans cette revalorisation. Donc ça ne concerne qu'une toute petite portion des chats, comme ça concerne une toute petite portion de l'humanité avec ce monde aristocratique ou la grande bourgeoisie. Il va se produire un phénomène d'extension sociale au XIXe siècle, comme pour les chiens aussi, c'est-à-dire que la bourgeoisie urbaine occidentale va suivre le mouvement aristocratique et elle aussi va se convertir aux chiens ou aux chats de compagnie. Et c'est l'époque aussi où on va avoir cette fusion entre les différents types de chats. Il va y avoir revalorisation, je vous en parlerai après, du chat de gouttière. Et au milieu du XIXe siècle, l'idée va se répandre que c'est la même espèce et qu'il n'y a pas de distinction à faire. Alors on le voit bien, par exemple, dans ce tableau
Le chat qui est présenté en haut, ça n'est pas un chat blanc, ça serait plutôt un siècle ou 2 siècles avant, c'était un chat démoniaque. Et donc on voit bien là la revalorisation qui est en train de se faire. Et puis, autre point très à la mode au XIXe siècle, lorsqu'il n'y a pas encore la photographie, eh bien, il y a des peintres spécialisés qui font les portraits de vos chats ou de vos chiens. Et ces peintres sont même spécialisés chats ou chiens. Et ils sont très répandus et la production est énorme à l'époque. On en trouve encore quelques-uns chez les brocanteurs ou dans les salles de vente de nos jours, mais il y en avait dans toutes les familles bourgeoises. Alors il va y avoir donc cette valorisation de tous les chats. Vous voyez avec ce tableau de Renoir, où on retrouve un chat tigré, qui autrefois était un chat diabolique. Et on a aussi cette gravure de Manet qui montre bien, que j'aime bien parce qu'elle montre bien la fusion qui est faite à l'époque entre chat blanc aristocratique et chat noir de rue. C'est l'époque, on est en 1869, où la fusion se fait et on accepte que ce soit la même espèce. Il va même y avoir un attrait pour le chat noir ou le chat tigré grâce aux romantiques. Les romantiques qui vont redécouvrir les affaires de sorcellerie, qu'on avait complètement oubliées, qui disparaissent, ces affaires de sorcellerie 17e, voire 18e siècle, qu'on avait totalement oubliées, qui ressortent à l'époque. Jules Michelet, par exemple, publié en 1864, La sorcière, et ça va beaucoup plaire aux romantiques et on a plein à la fois de textes et d'iconographie là-dessus. Vous avez évidemment La sorcière, ou disons la version 19e de La sorcière, c'est-à-dire la diseuse de bonne aventure ou de mauvaise aventure, et vous voyez ce que l'artiste lui met sur le dos, et vous voyez la tête du chat, et ça plaît beaucoup aux romantiques de l'époque. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis voilà une illustration du sabbat des chats, où on va, et vous voyez que Satan, tout en haut, est sous la forme d'un chat. Donc là, on est la veille de la Saint-Jean, il n'y a plus un chat en ville, c'est quelque chose auquel on croit jusqu'au XVIIIe siècle. Là, il y a le côté, folklorique de la part de l'artiste, mais ça plaît beaucoup aux romantiques. Alors pourquoi ? Parce que ça leur permet, justement, ce chat diabolique, leur permet de faire un parallèle avec eux-mêmes. C'est-à-dire que ces artistes romantiques et écrivains, sculpteurs, peintres, etc., se décrivent comme des gens en marge, des marginaux, rejetés par la société, voulant être eux-mêmes indépendants, à part, etc. Et ils vont trouver dans le chat, et notamment le chat diabolique, et en particulier le chat noir ou le chat tigré, le chat de gouttière, ils vont trouver l'image même, le symbole même de cette condition. Et il y a un jeu qui va se faire comme ça entre le chat, et on va développer du chat un portrait d'être ingrat, ne s'occupant pas des humains, prenant ce qu'il a envie de prendre, n'ayant jamais de reconnaissance, etc. Alors qu'au XVIIIe siècle, le portrait était contraire. Comme les chats étaient cultivés par l'aristocratie, eh bien dans Moncrif, par exemple, eh bien le portrait du chat, c'est le portrait de l'aristocratie. Fin, discret, cultivé, etc., etc. On a un parallèle entre maître et chat, et c'est exactement ce qui se fait à l'époque. Alors ça n'empêche pas le maintien des vieilles images, et d'ailleurs ça fait presque leur succès, avec l'attrait pour le pervers. Vous voyez la prostituée avec le chat dans les bras. On a là tout l'imaginaire qui vient de l'Empire romain. Et puis ce portrait de Picasso, du chat sanguinaire, du chat croqueur d'oiseaux. Vous voyez que ça se poursuit encore jusqu'au XXe siècle. Et le portrait du chat, là, n'est pas très flatteur quand même. Il n'empêche que dans la première moitié du XXe siècle, le chat va devenir l'animal des artistes. Artiste au sens large du terme. Et voilà 2 exemples. Colette, avec ses chats, et dont elle écrit beaucoup sur les chats.
Et puis vous avez Fujita, célèbre portrait de Fujita avec un chat. Et on se rend compte que, première moitié du XXe siècle, il y a plein d'écrivains, d'artistes, de musiciens, de vedettes du music hall, etc., qui ont des chats. Et c'est en fait le portrait romantique qui leur plaît, c'est-à-dire le chat comme être indépendant, ingrat, hors de la société. Et ces artistes se pensent comme cela. Alors évidemment, ça entraîne des comportements d'humains et de chats tout à fait particuliers. On n'est plus là dans la poursuite des chats, on n'est plus dans la violence vis-à-vis des chats, mais on est quand même dans une certaine indépendance réciproque, c'est-à-dire qu'on aime bien que le chat soit présent, mais chacun vit sa vie. Alors Colette un peu moins, mais des gens comme l'écrivain romantique, je suis en train d'oublier, Théophile Gautier par exemple, Pierre Loti, racontent, ils ont des chats, mais ce qu'ils aiment bien, c'est que le chat soit là, soit présent. De temps en temps, une caresse. De temps en temps, le chat monte et vient ronronner sur les genoux, mais il n'en faut pas plus. Chacun indépendant, et c'est ça qui plaît. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette vision du chat va permettre une troisième vulgarisation du chien de compagnie. Après l'aristocratie, la bourgeoisie du XIXe siècle, dans la seconde moitié du XXe siècle, ce sont les classes moyennes, dans les années 50, 70, qui vont se mettre au chat, mais avec un chat vu comme, on va le dresser comme le concurrent du chien. Vous avez Pif, avec Pif qui est humanisé, vous voyez, il marche sur deux jambes, et puis dans la poubelle, vous avez ce sacré Hercule, qui a toujours un pansement sur la tête parce qu'il se bagarre avec tout le monde. On est là tout à fait dans la caricature, mais qui marche très bien, qui est issu du portrait des romantiques. Et puis cet extrait de Tintin. Il y a peu de chats chez Tintin, alors que Hergé aime les chats, il n'aime pas les chiens. Mais bon, à l'époque, c'est la mode du chien de compagnie, donc il prend comme héros Milou, il ne prend pas un chat. De nos jours, il prendrait un chat, mais bon, pas à l'époque. Et les rares fois où il introduit un chat, ça se passe mal. Et donc, il met en scène cet antagonisme. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir, parce qu'il y a eu des sondages, comment les propriétaires de chats dans les années 70, 80 reprennent ça à leur compte. On leur demande pourquoi vous avez un chat et pas un chien. Et alors, ils racontent que, ils ont un chat parce qu'ils se considèrent comme indépendants dans la société, esprit libre, contestataires, marginaux, etc. Ce sont souvent des membres en France, par exemple, des fonctionnaires, ce qui est un peu comme indépendant. Je ne suis pas sûr que ce soit bon. Mais enfin, ils se pensent comme ça. Et à l'inverse, quand on leur demande qu'est-ce que vous pensez des chiens, le chien, il n'aime pas ça, trop domestiqué. Ce sont les toutous du système, comme leurs maîtres. Leurs maîtres sont vus comme des partisans du capitalisme, de l'ordre établi, etc., etc. Et donc, il y a un antagonisme très fort. Et alors que les maîtres, les propriétaires de chiens ne raisonnent pas comme ça, les propriétaires de chats adoptent des chats finalement par opposition sociale, on pourrait dire. Et donc, ce qui leur plaît, ils maintiennent cette approche. Ce qui leur plaît, c'est le chat indépendant, là aussi. Ils reprennent le chat des romantiques, le chat indépendant, qui est là, mais il ne faut pas s'en occuper, il ne s'occupe pas de vous, on ne s'en occupe pas. Il y a une présence, mais ça ne va pas plus loin. Et en fait, les choses vont fortement changer récemment, depuis une trentaine d'années. On pourrait dire qu'on a là une quatrième étape, qui sera la dernière, c'est la création de ce que j'ai appelé le chat-chien. Alors, qu'est-ce que c'est ? On voit, à partir des années 90, le nombre de chats exploser dans tout l'Occident et dépasser le nombre de chiens, alors que c'était l'inverse. On avait facilement un rapport de 1 à 3 en faveur des chiens, et là, il est en train de s'inverser en sens inverse, de 1 à 3 en faveur des chats. Donc, une mode des chats, pourquoi ? En grande partie pour des raisons pratiques. Il est plus facile en ville d'avoir un chat qu'un chien. On n'a pas à le sortir, il n'a pas à faire les besoins dans la rue, on ne se fait pas houspiller par les voisins, etc. Il n'y a pas à ramasser les crottes, enfin bref. Et puis on est persuadé aussi qu'un chat peut rester plus facilement en appartement
qu'un chien. Il ne va pas se mettre à aboyer, évidemment. Et puis, on pense qu'il ne va pas non plus, si on part 2-3 jours, on lui met des croquettes, il va se débrouiller. Donc ça, c'était un peu le chat vu dans les années 50, 70, 80. Et ça marchait parce qu'on avait des chats effectivement indépendants. Ce qui va se passer, c'est que les nouveaux propriétaires de chats, et c'est très net, ça commence dans les années 90 dans les pays du Pacifique Sud, les pays anglophones, c'est-à-dire Australie, Nouvelle-Zélande. On voit apparaître ça là, quand on lit les textes. Ça va passer ensuite aux États-Unis et ça arrive en Europe depuis les années 2010. C'est-à-dire qu'on voit apparaître des propriétaires qui n'ont plus la même demande par rapport aux chats. Ce qu'ils veulent, ce sont des chats interactifs, des chats avec lesquels on peut jouer, et qui viennent jouer, qui arrivent avec le jouet, puis qui vous le déposent sur la main. On voit très bien ça dans le livre d'Hélène Brown, qui est une Nouvelle-Zélandaise vivant en Australie, et qui parle donc de Jonah, qui est ce chat-chien qu'elle avait eu des chats avant, mais alors là, ce chat ne se comporte pas du tout pareil. Il prend le jouet, il la met sur le pied. C'est difficile de ne pas comprendre ce qu'il veut. Ou alors, le chat vous suit partout. Elle raconte comment le chat la suit de pièce en pièce et il se met à miauler si elle ferme une porte et qu'il n'est pas à côté de sa maîtresse. Autrement dit, on voit des chats qui se veulent beaucoup plus proches des humains et des humains qui se veulent beaucoup plus proches des chats, parce que ces nouveaux maîtres trouvent normal, par exemple, de jouer avec leurs chats, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Et donc, on voit bien qu'on est en train d'appliquer aux chats le processus qui a été appliqué aux chiens pour les chiens de compagnie. Ce qu'on a fait, c'est-à-dire transformer les chiens en chiens de compagnie interactifs, joueurs, etc., on l'a fait première moitié 20e, milieu 20e, eh bien on est en train de le faire maintenant pour les chats, à tel point maintenant qu'il y a des chats qui se promènent en laisse sans aucun problème, qui apprennent. Alors il y a aussi, on en parlera peut-être au moment des discussions, mais il y a aussi par l'épigénétique, les tempéraments se transmettent. Les éleveurs maintenant sélectionnent de plus en plus des chats-chiens, parce qu'il y a une vraie demande. Aux États-Unis, par exemple, dans les refuges américains, les refuges de l'équivalent de la SPA, les refuges ont très vite vu cette nouvelle génération de gens venant prendre un chat et qui veulent des chats joueurs. Et ils ont vite vu que les chats qui n'étaient pas joueurs n'arrivaient plus à se faire adopter. Alors, pour conjurer un peu la chose, ils se sont mis à mettre des jouets dans les cages pour faire croire que le chat était joueur, en espérant que si les maîtres adoptent ce chat-là, ils le garderont quand même s'il n'est pas joueur. Mais on voit bien la demande populaire. Et donc, par exemple, promener son chat en laisse, c'est aussi quelque chose qui apparaît dans les années 90. Hélène Brown en parle beaucoup. Et ça passe très bien. On éduque à des chats à tempérament, exactement comme on a fait pour les chiens. Si vous prenez le roman de Balzac, Béatrix, de 1832, il raconte, il met en scène un aristocrate revenu d'immigration après la Révolution. Il s'installe dans une ville de Bretagne et il est la risée de la ville parce qu'il promène sa chienne en laisse. C'est totalement aberrant. Un chien doit se promener comme il en a envie. Ça n'est pas du tout naturel pour un chien de se promener en laisse. On l'a éduqué, on l'a transformé. Et on est en train de faire ça pour les chiens. Et j'ai même vu sur YouTube, il y a très peu de temps, c'est très intéressant parce qu'on voit justement, ça devient un témoignage extrêmement intéressant pour cette transformation des chats et des humains, un chat qui a appris à être douché tous les jours. Allez dire ça à un chat de gouttière du 18e ou du 19e siècle. Vous allez voir comment il réagit. Et là, on voit le chat dans la douche, il ne bouge pas. Il a le jet d'eau, il ne bouge pas, exactement comme nos chiens aussi, on peut les doucher, c'est pas pour ça qu'ils vous sautent en principe au cou. Et donc là, on a vraiment une transformation réciproque des humains et des chats, c'est-à-dire qu'il y a un rapprochement qui n'avait pas lieu jusqu'alors,
où on voulait être au contraire séparés les uns des autres, ou vivre ensemble mais sans trop se fréquenter. Là, au contraire, il y a vraiment une volonté d'interaction. Et ce qui est très intéressant, c'est que les uns et les autres apprennent à lire. Les chats apprennent à nous lire et les humains apprennent à lire leurs chats. Hein. Et ça, l'éthologie le montre bien. Les humains maintenant connaissent mieux ces chats-là qu'il y a un siècle, 2 siècles. Évidemment, dans les campagnes il y a 2 siècles, le chat, on ne le regardait pas. Il était là pour chasser les souris, mais il n'était pas question de le gratouiller ou de l'appeler par un prénom, etc., etc. Hein. Et donc, on voit bien qu'il y a une lecture. Et les chats apprennent à nous lire. Hein. C'est ce qu'ont fait les chiens aussi. Nos chiens de compagnie savent mieux nous lire que les chiens errants d'il y a 2 siècles. Et alors, l'exemple typique de la transformation, c'est que ces chats-chiens, maintenant, font de l'anxiété de séparation. Hein. Si vous pensez prendre un chat pour le laisser tranquille, partir en vacances 8 jours, c'est fini, ça, avec les chats-chiens. Il y a 1 an ou 2, je faisais une émission avec une journaliste et il y avait sa sœur. Et la sœur me raconte qu'elle est obligée de rentrer à Rome. Elle est venue voir sa sœur, obligée de rentrer à Rome parce que ces 2 chats dépriment. Hein, anxiété de séparation. Et les vétérinaires ont vu arriver cette anxiété de séparation. Elle a commencé avec les chiens dans les années 80-90. Et maintenant, ça y est, depuis les années 2010, l'anxiété de séparation est là pour les chats. Donc on a vraiment une transformation des chats en ce moment, avec des comportements nouveaux. Et vous voyez que dans cette relation, je vais m'arrêter là, je pense que ça doit être à peu près l'heure, dans cette relation entre chat et chien, entre humain et chat, il y a une évolution permanente. Hein. Ce n'est pas simplement l'homme qui change de regard sur les chiens, c'est aussi le chat qui change de regard sur les humains. Hein. Et c'est cette interaction permanente qui est, permanente qui est intéressante à voir. Hein. Si on n'est que sur le côté humain, on va rater une partie des choses. Et le processus est le même pour les chiens ou est le même maintenant même pour les chevaux. Hein. On peut montrer que les chevaux sont beaucoup plus aptes à lire les humains et des humains plus aptes à lire les chevaux qu'autrefois. Voilà, je vais m'arrêter là et laisser la place aux questions. Je vous remercie de votre... Merci. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Merci infiniment, Éric Baratet. Évidemment, ça suscite énormément de questions, sans aucun doute. Je vais peut-être entamer la première question avant de passer la parole à la salle, puisqu'il y a dans cette salle beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui travaillent de façon très très sérieuse sur la manière dont on peut construire une histoire des animaux et de nos relations avec eux, avec une interrogation parfois angoissante au début de leur recherche, sur quelle source? Alors là, on a vu évidemment une série d'illustrations, d'iconographies, mais une fois qu'on est sorti de ce registre iconographique et qu'on doit aller dans des fonds d'archives, des fonds de la pratique, et qu'évidemment il n'y a pas un tiroir marqué chat dans lequel on peut tirer et puis voir les inventaires, eh bien comment on s'y prend? Eh bien, on se débrouille, j'allais dire. On fait feu de tout bois. C'est vrai que pour les chats, c'est un peu plus difficile que pour les chiens. On a plus de documents pour les chiens que pour les chats. Mais à partir du XVIIIe siècle, on voit bien quand même les documents se multiplier. D'abord, il y a des livres qui paraissent sur les chats à partir de Moncrief. Et au XIXe siècle, c'est une véritable explosion sur l'élevage du chat, les mœurs du chat, la manière d'entretenir les chats. Donc on voit plein de choses. Il y a aussi une grosse littérature d'écrivains. Je vous parlais de Théophile Gautier, Pierre Loti, et il y en a plein d'autres qui ont beaucoup écrit sur les chats. Je pense aussi à le naturaliste des insectes Favre, qui a écrit aussi sur les chats.
On trouve aussi des choses dans le... Alors je parle là plutôt de l'époque 18e, 21e siècle. On trouve aussi des choses chez les folkloristes, par exemple, ou chez les anthropologues, ethnologues du XXe siècle. Et puis, il y a toute la documentation, évidemment, iconographique. Et puis, alors là, pour le XXe siècle, c'est l'explosion littérale des témoignages de propriétaires de chats, et qui sont très intéressants. Alors, plus ou moins, il y a aussi, vous avez là le problème de la qualité des documents. Par exemple, en travaillant, je ne sais plus si c'est un chat ou un chien, je ne me rappelle plus. Enfin bref, je tombe sur le fait de Marie Bonaparte, psychanalyste très célèbre, première moitié du XXe siècle, et qui fait un livre sur son chien, ou sur son chien. Je me dis, ça va être du tonnerre, je me précipite, elle ne fait que parler d'elle. Il n'y a rien sur son chat ou sur son chien. Donc, d'un document à l'autre, c'est extrêmement variable. Mais le texte d'Hélène Braun, par exemple, est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant parce que, justement, elle veut essayer de comprendre ce nouveau chat qu'elle vient de toucher. Elle l'a acheté dans une animalerie et il n'est pas du tout comme les chats habituels qui étaient relativement indépendants. Celui-ci sollicite et ça l'étonne beaucoup, donc elle essaye de le comprendre. Et il y a plein d'indications extrêmement intéressantes. Pierre Loti, par exemple, a plein d'indications intéressantes sur les chats à La Rochelle, à Rochefort, Pierre Loti, Rochefort. Théophile Gautier, il a un chat dans un appartement parisien, il y a plein d'indications. Donc on arrive comme ça à trouver quand même des choses, et qu'il faut évidemment qu'on ne peut pas travailler tout seul. Il faut aller voir du côté de la vétérinaire, il faut aller voir du côté de l'éthologie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être un chat, pour comprendre les documents, pour comprendre les indices qui sont dedans, pouvoir les repérer, pouvoir les interpréter. Si on ne fait ça qu'en historien, la plupart de ces indices vont nous apparaître comme de simples anecdotes dont on ne sait pas quoi faire. Donc il y a évidemment tout un travail, j'allais dire presque préparatoire ou parallèle. Si vous voulez travailler sur les chats, il faut aussi travailler sur l'éthologie féline pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe du côté du chat, en faisant attention au fait que les éthologues actuels regardent les chats d'aujourd'hui, ils ne connaissent pas les chats d'il y a un siècle ou il y a 2 siècles, et qu'il faut essayer de ne pas trop plaquer une situation les unes sur les autres. Les humains d'il y a 2 siècles, Fabrice peut en parler, ne sont pas les mêmes que nous, et les chats de l'époque ne sont pas nos chats non plus. Donc il faut garder à l'esprit ce côté historique. Dans un contexte, et je cède la parole ensuite à la salle, dans un contexte, je pense que tout le monde a ça en tête, de dispositions, en tout cas de débat sur les dispositions nécessaires aujourd'hui en Suisse pour gérer la population de chats. C'est plus d'1 million d'individus et qui, par leur présence, par cette explosion démographique que vous avez évoquée, il y a à peu près 500 000 chiens aujourd'hui, donc c'est un double, pose des problèmes environnementaux. Tout à fait. Commence à penser d'ailleurs, c'est pour ça qu'en Nouvelle-Zélande et en Australie, alors en Australie parce que la biodiversité est en train de s'effondrer, en Nouvelle-Zélande parce qu'elle est encore là et que les gens de Nouvelle-Zélande ne veulent pas la perdre. C'est dans ces pays-là qu'on va imposer que le chat ne sorte plus libre. On ne doit plus le laisser sortir libre. S'il doit sortir, ça doit être en laisse, pour éviter justement qu'ils s'en prennent aux oiseaux, aux petits rongeurs, etc. Parce que quand ils ne sont pas trop nombreux, ça n'est pas un problème. Mais lorsqu'on arrive, comme en France, à 15 millions de chats, ça commence à être un gros problème environnemental, effectivement. On a une dizaine de minutes pour les questions, les observations. En haut, il y a un micro qui va vous parvenir. Bonsoir, j'ai trouvé très intéressant ce que vous avez dit. Moi, j'ai l'impression que ici, je suis là. Vous ne me voyez pas. Alors, ça, vous on est un peu, en fait, on est surprojeté. J'avais l'impression que vous me cherchiez du regard. Vous êtes mal placé. Il y a le projecteur en dessous.
En fait, il faut s'intéresser aussi, finalement, j'ai l'impression, à l'éthologie humaine. Parce que moi, j'ai l'impression que les chats ont toujours été des chats et ont toujours eu un certain comportement. Simplement, maintenant, j'ai l'impression que les humains s'intéressent plus à comment fonctionne le chat et à qu'est-ce qu'il a à nous dire ou comment est-ce qu'il fonctionne vraiment. Parce que pour prendre mon exemple, j'ai mon deuxième chat. Mon premier chat a vécu 19 ans avec moi. Ma deuxième, c'est une petite chatte, elle va avoir 3 ans. Je vois vraiment une différence de caractère. J'essaye de comprendre l'animal, j'essaye de voir ce qu'il veut. Et ce n'est pas des chats de race, les chats qui ont été sélectionnés pour avoir un comportement ou un autre, mais je constate l'envie de jouer de ces animaux, et je constate que si moi j'y prête attention et que je veux faire quelque chose avec eux, ils vont répondre aussi. Donc moi j'ai l'impression que le chat, il a simplement été mécompris aussi au travers des siècles. Par rapport à maintenant, l'être humain est plus attentif aussi au bien-être des animaux et à savoir comment ils fonctionnent. D'ailleurs, à ce sujet-là, je ne sais pas si vous avez vu, mais aux États-Unis, ça vient de là, il y a des boutons qui existent pour pouvoir communiquer avec les animaux. Ça s'appelle Fluent Pet, donc comme si on parlait couramment le chat ou le chien. Et on peut enregistrer des mots sur ces boutons et on peut essayer de communiquer avec son animal. Ça, c'est peut-être aussi une piste de recherche assez intéressante de voir que scientifiquement, on commence à s'intéresser aussi à comment peuvent peut-être communiquer avec nous ces animaux si on leur donne la possibilité, en fait. Oui, alors, il y a évidemment le fait que le chat, c'est une espèce, donc il y a un cadre biologique et il y a un cadre comportemental. Mais à l'intérieur de ce cadre, ces animaux, et en fait beaucoup d'animaux en réalité, ces animaux ont une plasticité comportementale qui fait qu'ils s'adaptent à l'environnement dans lequel ils sont. Et donc, ils modulent leur comportement, exactement comme les humains. Nous n'avons pas les mêmes comportements d'une époque à l'autre parce que nous sommes en partie formatés par notre environnement. Et tout ça est transmis aussi par l'éducation familiale, par l'éducation scolaire. Et on a la même chose du côté des chats, par exemple. Il y a l'éducation des mères, il y a l'éducation qu'on va donner dans une famille. Et puis, ça se transmet, on commence à le voir maintenant, enfin à le deviner, ça se transmet d'une génération à l'autre de chats. C'est pour ça que maintenant, vous pouvez avoir des chats-chiens qui vont vous amener le jouet sans même que vous l'ayez éduqué à jouer. Parce que ça se transmet par l'épigénétique. Et donc, ce sont des dispositions. Et en plus, maintenant, les éleveurs sélectionnent, ou la sélection, elle se fait d'elle-même. Je vous parlais des refuges. Les chats qui ne sont plus joueurs ont maintenant très peu de chances d'être adoptés, et donc on est en train de passer, alors c'est encore, on commence, mais on est en train de passer par une espèce de goulot d'étranglement, comme on a fait pour les chiens. Et alors cette histoire de mots, ça c'est déjà travaillé depuis un moment. Les éthologues ont montré dans les... j'ai dû arrêter le... Non, vous m'entendez ? Bon, j'ai cru que le micro était arrêté. Les éthologues ont montré ça à partir des années 90-2000. C'est ce qu'ils appellent le baby talk. C'est-à-dire, alors on s'en est moqué dans les années 60-70. On disait les mémères à chats, les mémères à chiens, qui se mettaient à parler à leur chat ou leur chien comme à un enfant. Et en fait, on a montré que c'était très efficace. Et que les chiens et les chats, maintenant les chats, comprennent bien mieux. Pourquoi ? Parce qu'on simplifie le vocabulaire, on n'utilise que quelques mots, on parle à un certain niveau sonore et ça attire l'attention de l'animal et qui se met à mieux décrypter. Mais ça, évidemment, ce n'est pas un paysan du 19e siècle, il ne faisait pas ça. Ça va de soi, ni pour son chien, ni pour son chat. Donc en fait, les chats ne pouvaient pas se comporter comme ça s'il n'y avait pas d'humains se comportant comme ça. Vous permettez ? J'ai gardé le micro. Je voulais vous demander, est-ce qu'il a été décrit, est-ce que l'on sait si le chat a toujours ronronné ou s'il a développé cette caractéristique pour plaire à l'humain ? Alors, vous faites bien d'en parler. Voilà la caractéristique typique qui s'est développée au 19e, 20e siècle. Au 18e siècle, 19e siècle même, c'est quelque chose qui n'attire pas les humains. D'ailleurs, on a une expression, on ne dit pas ronronner, on dit filer son rouet.
Donc en fait, son ronronnement, on l'analyse à l'époque comme un espèce de mécanisme. C'est aussi la mode de l'animal-machine de Descartes. Et Filet son rouet, les auteurs de l'époque ne prennent pas ça comme quelque chose d'émotionnel, une volonté de contact avec l'humain, etc., etc. Et le terme de ronronner est inventé dans les années 1840, justement au moment où une certaine bourgeoisie commence à suivre l'aristocratie et intègre une dimension un peu plus émotionnelle. On n'est pas encore dans le chat-chien actuel, mais il y a quand même une dimension émotionnelle. Et je crois que c'est Balzac qui invente le terme ronronnement. Ronronner, il me semble bien, j'en parlais, mais là j'ai un petit doute. Et ça date donc des années 1840. Et alors on voit bien dans les textes, les textes le montrent bien, notamment dans les récits qui racontent ma vie avec mon chat, par exemple, et il y en a plein comme ça, eh bien, on voit bien le développement du ronronnement au fur et à mesure des décennies. C'est quelque chose... les chats n'inventent pas ça, le ronronnement était surtout réservé aux femelles et aux petits en période donc d'allaitage. C'est une petite période... à l'état naturel, c'est un petit moment. Mais on voit bien comment finalement, ce ronronnement va se développer et les chats vont l'utiliser et l'utilisent de plus en plus dans la relation à l'humain. Merci grandement pour votre conférence. J'avais une petite question sur une pratique qui peut nous paraître un peu glauque aujourd'hui. La pratique d'emmurer les chats dans des bâtisses, il me semble que c'est un symbole de protection, mais justement, est-ce que ça ne rentre pas en contradiction avec cette diabolisation du chat avec la chrétienté? Non, pas du tout. Exactement comme on crucifie des chauves-souris sur les étables, sur les portes des étables, on enterre ou on met des chats vivants dans des fondations. C'est un moyen de montrer qu'on a vaincu le diable. Et donc le diable ne pourra pas rentrer dans sévir dans la maison. C'est une espèce de protection. Voilà, on avertit le diable qu'il a été vaincu. On a vaincu ses agents et qu'il ne pourra pas aller plus loin. Merci. Encore bravo pour votre conférence passionnante. Moi, j'ai aussi une pratique un peu glauque sur laquelle vous interrogez, c'est les gens qui mangeaient les chats. Vous n'en avez pas parlé oui. dans les campagnes. Est-ce que oui. Alors, c'est pas tellement... Il y a évidemment la célèbre chanson de la mère Michel, mais c'est relativement peu évoqué dans les textes. Beaucoup moins que, par exemple, la consommation des chiens. Mais on sait qu'elle existe. Par contre, de là à la mesurer vraiment, c'est beaucoup plus difficile. Elle est évidente dans les situations de guerre et de siège. Alors là, Paris, durant la Commune, on mange tout ce qui passe. Les rats, les chats, les chiens, les animaux du zoo. Bon. Mais en temps de paix, c'est moins évident. Il y a aussi le problème des chats, c'est que ce sont des carnivores. Et on ne mange pas de carnivores. Parce qu'on peut penser que si vous pensez aux animaux que vous mangez, ce sont des herbivores ou des omnivores. Et des omnivores que la plupart du temps, on oblige à être herbivores ou ne pas manger de viande. Ça a été le cas des chiens très longtemps. On a donné de la viande aux chiens dans quelques milieux à partir du XVIIe, XIXe siècle, dans des milieux très favorisés. Et donner de la viande aux chiens, c'est vraiment le XXe siècle. Parce que la consommation de viande devient courante pour les humains. Mais au XIXe siècle, vous avez des vétérinaires déconseillent de donner de la viande aux chiens. Parce que ça va les rendre méchants. Donc en fait, on a des chiens qui ne mangent que du pain trempé dans de l'eau. Donc là, on peut les manger. Un chat mangeur de souris, ça pose problème parce que il y a interdiction dans la Bible de manger les carnivores et c'est quelque chose qui nous est rentré dans l'inconscient, en partie aussi parce que il se peut que ce carnivore ait mangé de l'humain. Et c'est ce qui fait que, par exemple, que
on avait de gros problèmes avec les cochons qui se mettaient à dévorer des enfants ou à attaquer des petits-enfants, etc. Hein, ces cochons qui devenaient du coup carnivores et qui posaient problème parce qu'on ne doit pas manger de carnivores. Donc ce qui fait que l'alimentation, elle a existé, mais c'est très difficile à l'historiciser. Merci infiniment, Éric Barretet. Cette heure aurait filé à une vitesse vertigineuse. Je vous propose un grand applaudissement pour la présence d'Éric. Et n'oubliez pas la séance de dédicace qui aura lieu à la librairie Payot, hein, à l'étage supérieur. Je n'ai plus le programme exactement en tête, mais il me semble que c'est le collègue Jarige hein, qu'on entend dans pas très longtemps autour de l'animal industrialisé, hein, l'animal machine version contemporaine. Merci à vous.